Aujourd'hui, l'équipe de Science on Tourne vous emmène à l'Institut de recherche en hématologie et transplantation à Mulhouse. Et pour tout savoir sur les cellules souches et la médecine dite régénérative, je vous propose de rencontrer le professeur Philippe Hénon, fondateur et directeur de cet institut. Allons-y. Bonjour professeur. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ça va, merci. C'est gentil d'être venu nous voir en cette maison. Merci de nous accueillir. Bienvenue dans l'Institut de recherche en hématologie et transplantation que j'ai créé il y a maintenant bientôt 30 ans. Ça fera 30 ans l'année prochaine. Nous fêterons le 30e anniversaire l'année prochaine. Les recherches effectuées dans cet institut de recherche en hématologie et transplantation sont essentiellement axées sur les cellules souches. Le fil rouge de nos recherches, c'est ce qu'on appelle la cellule souche, et en particulier la cellule souche sanguine. Donc c'est une cellule souche que l'on trouve dans le sang. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche d'abord? Une cellule souche, c'est une cellule qui est capable de... C'est une cellule très immature, qui est capable de se auto-renouveler au long cours, c'est-à-dire de donner indéfiniment ou presque indéfiniment des cellules filles. Et ces cellules filles elles-mêmes sont capables de se différencier vers un organe X ou Y. Donc il existe un certain nombre de cellules souches, il y a 3 variétés décrites. Les cellules souches embryonnaires dont on parle beaucoup parce qu'elles posent des problèmes éthiques, mais qui sont les vraies cellules souches. Pour le moment, les autorisations d'utiliser les cellules souches, même en recherche et encore moins en pratique thérapeutique, c'est très limité. Puis il y a à côté de ça ce qu'on appelle les cellules souches adultes que nous avons tous dans notre corps. Alors il y a différentes variétés de cellules souches adultes. Les mieux connues, c'est ce qu'on appelle la cellule souche de la moelle osseuse. La moelle osseuse étant l'organe qui fabrique les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes sanguines, et qui, comme son nom l'indique, est contenu dans les os de chaque individu. Ça, ce sont des cellules qui sont connues depuis longtemps et qui sont utilisées en thérapeutique depuis 50 ans, puisqu'on fait des greffes de moelle osseuse depuis une cinquantaine d'années. Et puis, dans mon équipe, avec quelques autres équipes, il y a maintenant 30 ans, nous avons pu mettre en évidence que dans certaines conditions, ces cellules souches de la moelle osseuse passaient dans le sang. Et nous savons les faire passer dans le sang, nous les obligeons à passer dans le sang. Pour les recueillir dans le sang, c'est beaucoup plus facile que d'aller ponctionner la moelle osseuse. C'est beaucoup moins désagréable pour le malade ou pour le donneur. Et surtout, ces cellules souches sanguines ont de gros avantages parce qu'elles permettent une prise de greffon beaucoup plus rapide que lorsqu'on prend les cellules de la moelle osseuse. Donc c'est devenu la technique universelle. Donc voilà, la cellule souche pour nous, c'est essentiellement la cellule souche sanguine. Nous sommes l'un des promoteurs et c'est le fil rouge de cet institut. À partir de là, nous nous intéressons aux dérivés thérapeutiques, à l'utilisation thérapeutique de ces cellules souches, d'une part. D'autre part, à leur caractérisation et en particulier comment les faire se différencier en différentes sous-populations capables de régénérer des tissus sanguins. Des tissus autres que sanguins, plus exactement, et comment une cellule souche également devient une cellule malade, c'est-à-dire une cellule leucémique. Les leucémies, ça touche les cellules souches de la moelle osseuse. Dans ce laboratoire, vous verrez tout à l'heure également une équipe qui travaille sur ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires-like en bon français, c'est-à-dire nous avons mis en évidence avec quelques autres équipes dans le monde, dans la moelle osseuse, de la naissance jusqu'au décès, l'existence de cellules souches qui ont toutes les caractéristiques de cellules souches embryonnaires, sauf qu'on ne les trouve pas chez les embryons, on les trouve chez vous, chez moi, chez n'importe qui. Donc elles ne posent pas de problématique. Elles sont capables, elles ont toutes les caractéristiques des vraies, entre guillemets, cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire celles que l'on trouve dans l'embryon, mais que là on n'est pas obligé de détruire un embryon pour les obtenir. Et la seule chose, c'est que pour travailler dessus au laboratoire, c'est pas facile parce que elles sont dormantes. Elles sont au repos et il faut trouver le bon cocktail pour la réveiller. J'ai l'habitude de dire qu'il faut trouver le prince charmant pour réveiller la princesse. Et pour le moment, on bute un petit peu là-dessus, les quelques équipes qui travaillent là-dessus dans le monde et nous-mêmes. Et par contre, si on injecte ces cellules chez l'animal, elles peuvent se transformer en n'importe quel tissu. Donc voilà, ce sont les trois secteurs d'activité que on va vous présenter dans cette maison.
Donc les vicelles, ce qu'on appelle les very small embryonic like stem cells en bon français, c'est-à-dire ces cellules souches pseudo-embryonnaires. On va commencer par ça, puisque c'est à la source. Ensuite, la différenciation, en particulier en cellules cardiaques, des cellules souches. Et troisièmement, l'étude de process de leucémisation, de transformation leucémique des cellules souches. Nous, on part vraiment de cellules humaines, on travaille sur les cellules humaines, et le but, c'est de déboucher sur des applications pratiques. Les applications pratiques, ça peut être la mise au point de tests de diagnostic, mais c'est surtout des applications thérapeutiques. Et depuis que Stastitut existe, il y a quand même 2 applications thérapeutiques majeures qui sont sorties, c'est-à-dire d'une part les greffes de cellules souches sanguines, justement, que nous avons mises au point dans le milieu des années 80. On a fait la première greffe en 85, c'était une des toutes premières greffes au monde, et donc qui sont devenues maintenant la technique universellement pratiquée dans le monde entier, pratiquement. Avant, on parlait de greffe de moelle osseuse. En fait, c'est plus des greffes de moelle osseuse. Maintenant, on va chercher les cellules dans le sang à cause des avantages que je vous ai dit. Et puis, à la fin des années 2000, mon équipe et quelques autres se sont aperçus que ces cellules souches de la moelle osseuse et qui passaient dans le sang, en fait, avaient différentes possibilités autres que de faire des cellules sanguines ou régénérer la moelle osseuse, en particulier de faire des vaisseaux sanguins, du tissu cardiaque, du tissu osseux. Et en fait, ce sont des cellules issues de ces fameuses cellules souches embryonnaires-like. Cette deuxième phase a débouché sur l'application thérapeutique dans le domaine cardiaque, puisque nous avons mis au point une technique et fait un essai clinique dans cet hôpital au début des années 2000, en prenant les cellules souches dans le sang des patients ayant fait un infarctus du myocarde récent, en les purifiant et en leur réinjectant après directement dans le cœur. Enfin, tout au moins, le chirurgien cardiaque les réinjectait directement dans le cœur au cours d'une opération de pontage. C'était une technique expérimentale un peu difficile et un peu lourde. J'ai donc voulu la vulgariser. Pour ça, il fallait la simplifier. Et en même temps, les cellules souches à usage thérapeutique sont devenues des médicaments au point de vue régulation, au point de vue réglementaire. Donc on est obligé de les fabriquer, entre guillemets, dans des conditions extrêmement rigoureuses, comme les laboratoires pharmaceutiques. Donc j'ai été obligé de créer une société intermédiaire pour développer un automate de production et des kits de production à usage unique qui permettent, à partir d'une simple prise de sang, de fabriquer, entre guillemets, des greffons cellulaires avec une grande quantité de cellules qui après est réinjectée directement dans le cœur, non plus en ouvrant le thorax comme nous avions fait lors de l'essai pilote, mais on va monter un cathéter, c'est-à-dire une espèce de tube avec une aiguille au bout, qu'on introduit dans l'artère fémorale, qu'on remonte dans tout le système artériel jusque dans le cœur, dans le ventricule gauche, et le cardiologue interventionnel va aller piquer directement dans l'infarctus pour injecter les cellules directement dans l'infarctus. Et donc nous avons un essai clinique en cours avec la société que j'ai créée qui s'appelle Cellprotera. Donc c'est un exemple direct d'application thérapeutique. Quand il y a une stimulation soit lorsqu'on le fait artificiellement, il y a une stimulation de cette cellule, elle va être activée, elle va grossir et elle va porter à sa surface un marqueur qui est un antigène de surface qui s'appelle le CD34. Et on a, depuis 1984, il existe un anticorps qui va aller se fixer, vous savez, il y a le système antigène-anticorps, qui va se fixer sur la membrane de la cellule et donc l'identifier, la reconnaître. Donc on identifie ces cellules CD34 qui vont continuer, toujours sous l'action de ces facteurs de croissance, vont se multiplier et en même temps vont passer dans le sang. Donc on recueille, c'est là-dessus qu'était basée notre technique qu'on a mis au point il y a 30 ans. Et simplement, on pensait à l'époque que ces cellules CD34+ étaient uniquement les cellules souches capables de régénérer la moelle osseuse. Mais nous avons démontré, nous, qu'en 1998, que c'était en fait une petite portion de ces cellules, 1% à peu près. Et d'autres équipes ont montré qu'il y avait des cellules capables de refaire des petits vaisseaux sanguins, c'est-à-dire la paroi des vaisseaux sanguins, c'est ce qu'on appelle les cellules endothéliales. D'autres équipes ont montré que, toujours avec ce même marqueur CD34, il y avait une sous-population, mais chacune représente 1% du total des CD34. Une sous-population qui était capable de refaire des cellules foie, donc des progéniteurs de cellules hépatiques. D'autres équipes ont montré la même chose pour l'os, et nous l'avons montré dans le domaine cardiaque.
Donc vous voyez qu'en fait, quand on va faire une prise de sang ou qu'on va, on recueille l'ensemble de ces cellules. Après qu'il y ait une activation, on recueille l'ensemble de ces cellules. Et si on a toutes ces populations, c'est parce qu'on a ici une cellule qui est en fait une cellule qu'on nous dit pluripotente, capable de refaire, suivant les stimuli, n'importe quel tissu. Alors c'est un acquis scientifique tout à fait nouveau. C'est pas encore, certains le discutent encore, mais enfin de moins en moins. En tant que chercheur au sein de l'Institut de recherche en hématologie et transplantation, je m'intéresse à un projet qui concerne les cellules souches embryonnaires qui sont un peu particulières, qu'on appelle vicelles. Cellules embryonnaires classiques, on est obligé d'aller chercher au sein de l'embryon. On les prélève dans le blastocyte, à l'intérieur du blastocyte, ce qui veut dire qu'on détruit cet embryon, ce qui pose un problème d'éthique. Et les cellules souches pluripotentes, ce sont des cellules qui ont été modifiées génétiquement par des rétrovirus. On a exprimé des facteurs de transcription à l'intérieur de ces cellules, ce qui va permettre de différencier une cellule qui était déjà différenciée et la rendre embryonnaire. Alors, malheureusement, les cellules pluripotentes induites, leur utilisation en médecine régénératrice reste très aléatoire du fait qu'ils peuvent induire des maladies, voire des cancers. Alors que les vicelles, on les trouve directement chez l'adulte et l'objectif final du projet, c'est qu'on puisse prélever directement chez le patient des cellules à partir de son sang ou à partir de la moelle osseuse, ou dans le cas échéant, les prendre dans un centre cordon ombilical, faire l'isolement de ces cellules et par la suite faire une expansion, c'est-à-dire multiplier leur nombre et les différencier vers les différentes lignées organiques. Si on veut des cellules du cœur, on va former des cellules du cœur. Si on veut des cellules neuronales, dans le cas par exemple de l'Alzheimer, on forme des cellules neuronales ou du pancréas, ainsi de suite. Normalement, ces cellules-là, elles sont pluripotentes. Ils peuvent aller vers les différentes lignées qu'on connaît. Et une fois qu'on les a eues en grand nombre, on peut les retransplanter chez le patient. Et dans ce cas, quand il y a un organe qui est attaqué, on ne va pas remplacer, par exemple, faire une transplantation cardiaque. On va juste transplanter les cellules qui vont aller remplacer la partie cellulaire qui est lésée et guérir comme ça le malade. Je vous propose maintenant d'aller au laboratoire pour voir comment on isole ces cellules et l'appareillage qu'on utilise dans ce but. Donc là, vous êtes au sein du laboratoire de cytométrie. Là, ce que vous voyez à côté, c'est le cytomètre en flux trieur ARIA 3 qui nous permet d'isoler les vicelles. Donc le principe en fait consiste à traiter préalablement les cellules avec des anticorps fluorescents spécifiques aux cellules qu'on cherche à étudier. Ces cellules sont déposées dans un tube qui va être chargé dans la machine. Les cellules sont aspirées, elles passent dans ce qu'on appelle une flow cell. Elles passent les unes derrière les autres devant les lasers et elles émettent une fluorescence en fonction des anticorps qu'on y a avec lesquels on a préparé nos cellules. La particularité de cet appareil, qui est aussi un trieur, c'est qu'elle va nous permettre de séparer les cellules. Les cellules sont pour le moment dans un flux continu, les unes derrière les autres. Grâce à cette machine, on va pouvoir les séparer. Le flux va être transformé en goutte à goutte et dans chaque goutte, les cellules vont se retrouver piégées. En théorie, il devrait y avoir une seule cellule par goutte. Donc les cellules qui sont piégées maintenant dans une goutte passent devant les plaques électriques. Et en fait, en fonction donc, de la manière dont on a programmé le logiciel,
Ces gouttes vont être déviées en passant devant les plaques électriques et chaque jet en fait représente une trajectoire pour tomber dans un des tubes. Donc l'intérêt d'avoir 4 jets et donc 4 tubes de collection, c'est de pouvoir récupérer jusqu'à 4 populations cellulaires différentes. Donc dans notre cas des cellules embryonnaires-like, on récupère nos cellules embryonnaires-like dans un tube, puis des tubes des cellules contrôle qui nous intéressent moins mais qui peuvent nous permettre de comparer nos différentes populations dans les 3 autres tubes. Chaque cellule qui passe devant le laser dévie la lumière et émet une fluorescence. Et c'est cette fluorescence et cette déviation de lumière qui est captée par l'appareil que l'on peut analyser grâce à des graphiques biparamétriques ou monoparamétriques, comme des histogrammes, en fonction de l'intensité. Chaque point est une cellule qui passe devant le laser. Et en fonction de l'intensité de fluorescence émise et donc captée par la machine, on peut les analyser et faire des études population par population en séparant différents paramètres et vraiment affiner l'étude de manière la plus précise possible pour chercher vraiment la sous-population qui nous intéresse. On travaille sur des cellules souches humaines qui sont présentes dans le sang de cordon ombilical. Ces cellules souches qui expriment à leur surface une protéine appelée CD34 vont donner naissance à toutes les cellules du sang. Notre groupe de recherche et d'autres, depuis, ont démontré qu'il était possible, justement, à partir de ces cellules, de générer des cellules endothéliales pour avoir des petits vaisseaux, mais aussi des cellules cardiaques quand elles sont cultivées dans un milieu qui a été mis au point par notre équipe. Et par ailleurs, ce qui est fait plus intéressant, c'est que chez des patients qui ont subi un infarctus du myocarde, ces cellules peuvent donc reconstituer respectivement du tissu cardiaque et le revasculariser. Notre projet vise à mettre au point une stratégie de différenciation in vitro des cellules CD34 vers la voie de différenciation cardiaque. On va tester différents milieux qui sont additionnés de facteurs de croissance et de différentes molécules chimiques qui vont stimuler la différenciation des cellules CD34 en progéniteurs cardiaques. Ces cellules qui normalement sont vouées à devenir des cellules du sang vont alors s'orienter vers la voie cardiaque. Le deuxième point, ce qui est important aussi, c'est de comprendre comment une cellule CD34 peut devenir une cellule cardiaque. Quels sont en fait les mécanismes qui sont mis en jeu. Enfin, notre projet a une visée aussi thérapeutique. Ce qu'on cherche, c'est à utiliser ces cellules CD34 dans le domaine de la thérapie cellulaire cardiaque suite à un infarctus du myocarde. Pour savoir si une cellule est bien transformée en cellule cardiaque, on va vérifier l'expression des gènes cardiaques tout au cours du développement cardiaque. Le développement cardiaque, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Il se caractérise par différents stades. Le premier stade, c'est le stade de la cellule souche mésodermique. Au cours de ce stade, la cellule va exprimer des gènes précoces. Puis le deuxième stade, c'est le stade du progéniteur cardiaque. Puis ces cellules vont alors exprimer des gènes qui sont associés aux cardiomyocytes immatures. Et enfin, au stade de cardiomyocytes matures, ces cellules acquièrent une structure qui est bien organisée, qui va permettre en somme les battements cardiaques. Après culture donc de nos cellules dans nos milieux de différenciation, nous allons donc quantifier l'expression des gènes cardiaques et pour ça, grâce à une technique qui s'appelle la PCR quantitative. La PCR ou la réaction de polymérisation en chaîne, c'est une technique d'amplification d'une séquence d'ADN connue. Il faut savoir que l'ADN, c'est le support de l'information génétique. Il est en somme le plan architectural du vivant et l'ARN est comme un support intermédiaire des gènes pour synthétiser les protéines qui vont être nécessaires. À chaque cycle de PCR, on va dupliquer ici ce fragment de gène cible. On va amplifier le gène et au bout du premier cycle, on va avoir 2 copies. On va le faire grâce à un milieu réactionnel qui contient 2 amorces, notre gène cible, un marqueur fluorescent ainsi que des réactifs nécessaires pour faire cette technique. Pour notre projet cardiomyoplastie, on réalise une PCR quantitative ou PCR en temps réel sur une plaque avec des volumes réactionnels très faibles. Donc on dispose dans chaque puits les produits à amplifier. Il faut rappeler que c'est des volumes très faibles. On dispose ça dans une plaque de 96 puits. La plaque est ensuite scellée à l'aide d'un film plastique. On agite.
Après avoir homogénéisé, on centrifuge l'ensemble. La plaque est ensuite placée dans un thermocycleur qui va répéter des cycles à différentes températures. À chaque cycle d'amplification, la quantité d'ARN du gène cible est mesurée grâce à un marqueur fluorescent. Ainsi, nous sommes capables de comparer l'expression d'un gène donné dans nos échantillons de cellules en voie de différenciation par rapport à un contrôle. En conclusion, si on comprend comment la cellule CD34 peut devenir une cellule cardiaque, cela aura un impact majeur pour ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de la thérapie cellulaire cardiaque. Les cellules souches CD34 sont principalement connues pour leur capacité à se différencier et à faire le processus de l'hématopoïèse qui permet de fabriquer les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes qui circulent dans notre sang. Ce processus, il se fait dans la moelle osseuse, dans nos os. Et dans certains cas, ce processus fonctionne moins bien. Donc il y a moins de globules rouges de fabriquer, on va avoir dans ce cas-là une anémie, moins de globules blancs. Les patients vont être atteints d'infections récurrentes. Moins de plaquettes, ils vont saigner beaucoup plus facilement. Et certaines de ces anémies, en particulier donc la fabrication des globules rouges, rentrent dans une maladie qui s'appelle les syndromes myélodysplasiques. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. La fabrication des globules rouges est aussi connue sous le nom d'érythropoïèse. Et l'érythropoïèse va contenir différents stades de différenciation. C'est-à-dire qu'une cellule souche ne va pas fabriquer un globule rouge, mais va fabriquer différents progéniteurs. On va avoir par exemple une cellule souche qui va se différencier en proérythroblaste, qui va lui-même se multiplier. Puis après on va avoir l'érythroblaste basophile, l'érythroblaste polychromatophile, avant d'obtenir un érythroblaste acidophile. Puis enfin le réticulocyte qui va commencer à passer dans le sang et finir sa maturation pour donner un globule rouge mature. Il y a tout un ensemble de processus de différenciation, de maturation de la cellule souche avec différentes étapes qu'on peut facilement identifier grâce à la microscopie par rapport à l'aspect des cellules. L'aspect, la coloration, là c'est une coloration qu'on a fait avec un réactif qui s'appelle le Megrunwald-Giemsa, MGG, qui va donc nous donner la coloration des cellules. Par leur aspect, la morphologie de ces cellules, on va pouvoir distinguer quel stade de différenciation on est. Et ça, nous, on le reproduit dans le laboratoire, dans nos boîtes de culture, à partir forcément des cellules souches CD34+. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que dans les syndromes myélodysplasiques, parfois, le processus de maturation est altéré. Il faut savoir que le corps humain fabrique à chaque seconde environ 2 millions de globules rouges. La quantité étant constante, ça veut dire qu'à chaque seconde, il y a à peu près 2 millions de globules rouges qui meurent. Quand on sait que la durée de vie est d'à peu près 4 mois pour un globule rouge, je vous laisse faire le calcul sur le nombre de globules rouges qu'il peut y avoir dans le corps humain. Sauf que voilà, dans les myélodysplasies, les globules rouges meurent plus vite ou il y en a moins de fabriqués. Et tout ça, ça vient des cellules souches qui sont altérées. Il y a des anomalies génétiques qu'on connaît, mais elles n'expliquent pas tout, car toutes les personnes atteintes de myélodysplasie n'ont pas ces anomalies génétiques. Il y a d'autres processus. Or, dans la moelle osseuse, il n'y a pas que les cellules souches hématopoïétiques, les CD34+. Il y a d'autres cellules souches, qu'on appelle des cellules souches mésenchymateuses. Elles vont nourrir, elles vont protéger les cellules souches hématopoïétiques. Elles sont capables de se différencier en graisse, en cartilage ou en os. Et d'ailleurs, si on met des cellules souches hématopoïétiques en contact avec des cellules souches mésenchymateuses, qui sont là dans le fond, aussitôt les cellules souches hématopoïétiques se fixent sur les cellules souches mésenchymateuses. Donc ce qu'on va étudier, nous, dans le cas des myélodysplasies, c'est s'il y a ou pas des interactions entre ces cellules qui sont altérées. Il faut bien voir qu'une cellule souche, pour se différencier, elle va recevoir des signaux différents. Par exemple, pour faire du sang, la cellule souche hématopoïétique, elle va recevoir l'EPO, l'érythropoïétine. C'est fabriqué par les glandes surrénales. C'est très loin de la moelle osseuse. Les cellules souches peuvent aussi être régulées par des contacts entre les cellules, dont les mésenchymateuses. Et ce que nous faisons, nous, au sein du laboratoire, notamment dans cette pièce où on va
regarder l'aspect des cellules et l'expression de certaines protéines, en fait, en utilisant la fluorescence, l'immunofluorescence. C'est le même principe que pour le cytomètre, sauf que là, on l'a fait sur des plaques où les cellules sont adhérées sur des lames. À partir de là, on peut observer où les protéines qui nous intéressent sont exprimées. Est-ce qu'elles sont partout autour de la cellule, au niveau de la membrane, dans le cytoplasme, dans le noyau qu'on voit ici en bleu? Ou est-ce que c'est plus des points sporadiques un peu partout sur la membrane de la cellule? Et ça nous permet de comprendre et d'identifier s'il y a des différences entre les cellules d'un malade et les cellules de quelqu'un qui n'a pas de myélodysplasie. Si on trouve la cause, on peut peut-être la traiter. Aujourd'hui, dans cette maladie, on traite la conséquence. Il n'y a pas assez de sang fabriqué, on va donner de l'EPO pour booster la fabrication du sang. Mais on ne sait pas encore pourquoi les cellules souches fabriquent moins de globules rouges. Vous avez vu que le fil rouge, c'est vraiment la cellule souche, et la cellule souche sanguine. Vous l'avez compris, c'est un institut de recherche dont le but est quand même de déboucher sur des applications pratiques, et en particulier thérapeutiques. Et j'avais évoqué au début l'application dans les maladies du sang. Actuellement, nous sommes encore plus focalisés sur les infarctus du myocarde, puisque nous avons démontré que les cellules souches sanguines injectées directement dans la lésion cardiaque pouvaient régénérer la lésion cardiaque, la régénérer de façon structurelle, c'est-à-dire anatomique, et en même temps fonctionnelle, c'est-à-dire que la zone qui normalement était morte se remet à fonctionner et le cœur se remet à battre normalement ou quasi normalement. Nous souhaitons diffuser cette technique et ça passe par la création donc d'une start-up, d'une société de biotechnologie que nous avons créée il y a maintenant 7 ans, qui est en train de développer les processus d'industrialisation, en quelque sorte, de production de greffons cellulaires à visée cardiaque. La recherche doit continuer ici, il faut financer cette recherche, et le financement, c'est un financement que je dois trouver tous les ans. Nous avons des financements du Conseil général, du Conseil régional, du groupe Arpège, parce que c'est sur le point de déboucher sur des applications pratiques. Par contre, toutes les recherches en amont, ça, c'est pas financé, et c'est justement ce que finance l'opération Tulip. Donc pour nous, l'opération Tulip est vitale, et elle a rapporté quand même, depuis sa création, quelques millions d'euros. Donc pour la suite de ce programme, je vous invite maintenant à me poser toutes les questions que vous pouvez envisager de me poser, et j'essaierai d'y répondre.